Eh bien bonjour, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. Donc nous sommes ici au Tine, sur la commune de Bagnoul-sur-Mer. Alors je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue au nom du Souvenir Français Comité de Bagnoul-sur-Mer, qui vous propose cette visite guidée en vidéo des fortifications que nous ont laissées les Allemands durant l'occupation de la Côte-Vermeille durant les années 1942-1944. Alors, comme je vous le disais dans ma première phrase, eh bien nous sommes ici au lieu-dit qui s'appelle les Tines, et nous sommes juste au pied de la tour de Madeloc, qui est juste là derrière moi. Et donc nous nous trouvons sur l'un des points les plus hauts de la Côte-Vermeille. Alors on va y monter là tout de suite, parce que depuis la tour de Madeloc, depuis ce point de vue, eh bien, je vais pouvoir vous faire découvrir les fortifications côtières. Et donc je tenais quand même à commencer cette vidéo en vous disant que là aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 mars 2018, eh bien nous sommes en haut de la montagne avec Karl, qui est en train de me filmer pour la chaîne Bagnouls Info. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, eh bien c'est tout simplement que je suis française, je suis née en France, de parents français. Quant à Karl, qui est derrière la caméra et que vous ne voyez pas, eh bien lui, il est allemand, né de parents allemands. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que 60 ans après cette guerre, eh bien nous pouvons, Français et Allemands, parfaitement travailler ensemble pour expliquer et comprendre ce qu'il a pu se passer entre nos deux pays un demi-siècle auparavant. Et le faire sans aucune animosité. Les choses se sont passées, elles sont faites, maintenant à nous de les comprendre tous ensemble, afin de ne pas avoir à les reproduire. Donc alors, maintenant, on va monter jusqu'à la tour de Madeloc, donc nous nous trouvons à peu près 650 mètres d'altitude. Et si j'ai voulu commencer la visite par cet endroit, eh bien c'est pour deux raisons principales. La première, tout simplement, c'est parce que la vue est belle. Hein, c'est vrai que quand on a une vue comme ça, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que cette vue en altitude nous permet de prendre justement de la hauteur et de comprendre le paysage un petit peu dans sa globalité. Donc en fait, on voit très bien ici que nous nous trouvons à 650 mètres d'altitude et qu'à seulement 2,5 km se trouve la mer. Donc on a un dénivelé très rapide et très fort, d'où ces collines très pentues et très accidentées. Et ensuite, on peut voir l'implantation de 3 des 4 villages qui composent la Côte-Vermeille. Alors, ici au sud, on a le village de Bagnoul-sur-Mer. Donc entre le village de Bagnoul-sur-Mer et Port-Vendre, on retrouve le hameau de Cospron. On continue plus au nord et on va retrouver la ville de Port-Vendre avec sa rade. Et enfin, on continue au nord et là, bien sûr, on va retrouver le village de Collioure. Et donc après ce village de Collioure, on voit qu'on change de topographie, on change de géographie, puisque on voit se développer donc la bande littorale donc faite de sable et en zone plane, sur lequel on va retrouver les villes d'Argelès, etc. Pour faire justement une introduction à la fois géographique, topographique et historique. Alors en fait, nous sommes là donc dans les années 30, donc la France et l'Allemagne entrent en guerre l'une contre l'autre en 1939. Et en 1940, eh bien, la France signe l'armistice, c'est-à-dire que l'Allemagne est déclarée vainqueur, et l'Allemagne va occuper une partie du territoire français, c'est ce qu'on appelle la zone occupée. Et tout le reste de la France, c'est-à-dire la zone sud, va elle se trouver dans ce qu'on appelle la zone libre. Et en 1942, eh bien, l'Allemagne, conjointement avec l'Italie, vont déclencher un nouveau plan militaire qui s'appelle le plan Anton. Et donc, suite à ce plan, eh bien, l'Allemagne va venir envahir, l'Italie aussi d'ailleurs, la partie libre de la France. Donc la zone libre va passer en zone occupée, et ce, à la fin de l'année 1942. Et c'est donc comme ça que les Bagnoulencs vont voir arriver les premiers Allemands au début du mois de novembre, aux alentours du 11 novembre. Alors, lorsque les Allemands arrivent, qu'est-ce qui les pousse à venir occuper la Côte-Vermeille? Alors la Côte-Vermeille, c'est un petit territoire rural qui est quand même relativement excentré, qui n'a pas, une position économique d'importance pour la France. Donc pourquoi venir occuper le littoral de la Côte-Vermeille? Eh bien tout simplement parce que les Allemands redoutent une invasion maritime. Alors comme ils ont construit le mur de l'Atlantique, eh bien ils vont construire le mur de la Méditerranée. Et c'est donc une partie de ce mur qui se trouve donc sur nos côtes et qu'on va aller visiter et que je vais un petit peu vous expliquer. Et donc pour faire ça, eh bien, nous allons descendre jusqu'au fort Béart, qui se trouve là sur la dernière colline avant la mer, là, que je pointe de mon doigt. Et donc on va descendre jusqu'à ce fort. Alors ce fort, on ne va pas pouvoir le visiter parce qu'il est toujours occupé par des militaires français. Et donc on va aller jusqu'au pied de ce fort pour essayer de comprendre un petit peu quel était son rôle dans tout le système défensif allemand côtier.
Donc nous nous trouvons ici au troisième arrêt de notre visite. Alors on va le faire un peu court parce que le vent du sud vient de se lever, hein, comme on peut le voir sur les photos, ou du moins sur la vidéo, on peut voir mes cheveux qui ondulent au vent. Donc on va faire un arrêt très court ici, tout simplement parce qu'on est au pied du fort Béart. Alors j'aurais bien aimé faire cette vidéo dans le fort en lui-même, seulement le problème c'est que le fort est toujours occupé par les militaires français. Donc on est ici à la limite de la zone qui est encore praticable pour les civils. Le reste, ces zones militaires, on n'a pas le droit d'y rentrer, donc c'est dommage, hein, mais on va rester au pied du fort. Alors vous le voyez, tout à l'heure on était là-haut, à la tour de Madeloc, alors on la voit pas parce qu'elle est dans les nuages, hein. Et donc on est descendu ici jusqu'au pied du fort Béart pour essayer de comprendre un petit peu ce que pouvait être ce qu'on appelle le Sudwall ou le Mittelmeer Küstenfront, c'est-à-dire le mur de la Méditerranée tout simplement. Alors on connaît le mur de l'Atlantique, on l'a tous plus ou moins appris à l'école, mais on ne connaît pas le mur de la Méditerranée et pourtant c'est exactement la même chose. Alors je vous disais tout à l'heure pourquoi est-ce que les Allemands sont venus occuper la côte Vermeille? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont peur d'un débarquement allié. Et donc ils vont essayer de couvrir toutes les côtes françaises. Alors les côtes de l'Atlantique, mais ça on le connaît, hein, mais aussi les côtes de la Méditerranée. Alors l'idée pour eux, bien, c'est de construire un front qui irait, donc un mur côtier, qui irait de Cerbère jusqu'à Menton. Donc vous voyez un petit peu le nombre de kilomètres de côtes françaises qu'il fallait couvrir par ce dispositif militaire. Alors ce dispositif militaire, en fait, on parle de mur parce que c'est une facilité de langage, mais il faut plus le voir comme une chaîne. En gros, si vous voulez, c'est, comment dire, si vous devez clôturer un champ, eh bien, vous allez mettre des piquets que vous allez espacer de manière régulière, et puis entre ces piquets, eh bien, vous viendrez mettre une chaîne. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Imaginez-vous que tous les ports français deviennent des piquets, et que entre ces piquets, eh bien, les Allemands vont venir mettre une chaîne, c'est-à-dire des maillons de batteries côtières. Et ça, on va aller en voir une tout à l'heure, donc en redescendant sur Port-Vendre. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le port de Port-Vendre est un véritable centre névralgique. C'est-à-dire que en 1942, lorsque les Allemands arrivent, eh bien, ils vont faire de Port-Vendre le centre du mur de la Méditerranée pour la 19e section militaire. Et donc, au fort Béart, vont venir s'installer 2000 hommes qui dépendent de la Kriegsmarine, c'est-à-dire de la marine de guerre allemande. Donc vous imaginez sur un territoire qui doit à peu près contenir 10 000 habitants, eh bien vous avez 2000 soldats de la marine nationale allemande qui viennent, donc la marine, et qui viennent, donc occuper la côte et qui viennent construire des fortifications qu'ils rapprochent, c'est-à-dire qui restent très très peu espacées. Donc comme vous le voyez, là nous sommes descendus, donc tout à l'heure on était au fort Béart qui est juste en face moi maintenant, et là nous sommes redescendus au niveau de la mer, hein, vous pouvez le voir juste derrière. Et donc en fait, lorsque les Allemands arrivent en 42-44, ils ne vont pas construire leurs fortifications au hasard. Lorsqu'ils vont arriver, eh bien, ils vont trouver en place des fortifications qui ont déjà été faites dans les époques précédentes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Catalogne a longtemps été disputée entre le Royaume de France et le Royaume d'Espagne. Et donc, au gré des époques, eh bien, la frontière va bouger. Elle sera un peu plus au sud ou un peu plus au nord en fonction des époques. Et bien sûr, les fortifications vont suivre cette frontière. Ce qui fait que très rapidement, eh bien, on va se retrouver dans nos montagnes avec tout un tas de fortifications qui seraient très intéressantes de faire. Mais là, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer nous d'abord sur les Allemands. Mais voilà, quand les Allemands arrivent, ils ont déjà trouvé des lieux fortifiés qui avaient été fortifiés par Sébastien Vauban. Alors, en fait, en 1659, Louis XIV épouse l'infante d'Espagne. Et par traité de mariage, eh bien, il y a une partie du Pays Basque, la partie nord, et la partie nord de la Catalogne qui vont revenir au Royaume de France. C'est-à-dire que nous, ici, à Côte-Vermeille, eh bien, nous allons passer du côté du Royaume de France. Et pour éviter une invasion avec le Royaume d'Espagne, eh bien, Louis XIV va demander à son célèbre ingénieur militaire de lui construire des fortifications pour justement défendre le port de Port-Vendre, que Louis XIV est en train de construire et de vouloir faire évoluer, puisqu'il veut en faire un port militaire. Donc, il va demander à Vauban de lui protéger ce port militaire, et c'est comme ça que Vauban va couvrir à Port-Vendre, va couvrir une partie de la côte de Port-Vendre par tout un tas de forts, et en particulier celui-là, celui au pied duquel nous nous trouvons, et donc on a commencé à le construire en 1680. Alors,
en 1942, il est plus occupé, on est bien d'accord, mais lorsque les Allemands arrivent, ils s'aperçoivent que Vauban ne s'est pas trompé, c'est-à-dire qu'il est venu fortifier les endroits qui étaient stratégiquement le plus intéressants. Et c'est comme ça donc que pour la plupart du temps, eh bien, ils vont réoccuper ces forteresses Vauban qui, en 1940, ne servaient plus à la France. Donc là maintenant, on va aller voir les aménagements allemands à l'intérieur de cette forteresse Vauban. Alors donc nous nous trouvons ici dans le fossé. Alors attention, un fossé en pays méditerranéen, ce n'est pas une douve, ce n'est pas un endroit qui est rempli d'eau, c'est simplement un creux. Donc on se trouve ici dans le creux entre le mur de défense extérieur et le mur de la forteresse. Donc vous voyez déjà le type de construction qu'on peut avoir et l'épaisseur du mur dans lequel les Allemands sont venus mettre des caches d'armes, du moins des caches, des stocks d'armes en fait. Ce qui permet, puisque vous le voyez, le fort est rond, ce qui permet aux Allemands donc de pouvoir faire le tour et d'avoir toujours à disposition des munitions. Donc vous voyez, les Allemands arrivent et vont complètement réoccuper le lieu et vont complètement, le transformer pour qu'ils puissent accueillir les nouvelles évolutions de l'armement. Et donc en particulier dans ce second mur, ce mur que j'ai en face de moi, eh bien ils vont venir percer pour positionner ce qu'on appelle des Ringstand. Alors au départ, c'est le nom qu'on donne à ces petites constructions qui sont des blocos, on va dire, individuels. Donc le premier nom c'est Ringstand, mais rapidement, les soldats allemands ont préféré les appeler des Tobruk. Alors pourquoi des Tobruk, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le nom que les soldats préfèrent lui donner. Et là maintenant, on va rentrer, on va aller le visiter. Alors nous nous trouvons ici donc dans ce qu'on appelle le Ringstand ou le Tobruk. Donc vous le voyez, c'est un lieu qui est quand même relativement étroit. Il est composé de deux pièces. La première pièce dans laquelle Karl se trouve avec la caméra. Donc là on va dire que c'est l'espèce de hall et c'est aussi l'endroit où on pouvait stocker les munitions. Et moi je me trouve ici à l'endroit où se trouvait, où était positionnée donc l'arme. Alors vous le voyez, ici nous avons un cercle, d'où le nom de Ringstand, un grand cercle de béton. Et c'est ici donc qu'on venait mettre soit une mitrailleuse, soit un canon. Et donc on pouvait comme ça, sur 360 degrés, venir tirer les ennemis. Alors ce bunker, c'est un bunker individuel, on va dire en fait. Donc ce bunker est intéressant parce que, imaginez la vie de ces soldats. Imaginez donc la vie de ces deux hommes qui sont là, qui doivent alimenter cette batterie. Et imaginez-les en plein combat. Donc vous avez des hommes tout autour, qui essaient bien sûr de prendre le fort. Vous, votre rôle, c'est de pouvoir les repousser. Donc imaginez, ici on est quand même dans du béton très épais. Et alors imaginez la réverbération d'une arme qui tire, la chaleur, la poussière, la fumée qui est dégagée par l'arme. Et vous avez un petit peu une idée de ce que ces hommes pouvaient vivre. Alors il faut faire attention, je ne suis pas là dans le larmoyant, là n'est pas la question, je ne vais pas pleurer sur l'armée allemande. Mais j'essaie simplement de dire qu'il n'y a pas que les hommes dehors qui sont canardés, qui souffrent. Ceux qui sont dedans et qui leur tirent dessus ne sont pas mieux lotis. Surtout qu'aujourd'hui, l'anneau est librement ouvert. Mais imaginez à l'époque, ici, une machine meurtrière, donc déjà qui prend beaucoup de place. Et par là-dessus, sur l'anneau, vous venez rajouter une tourelle de char d'assaut. Donc on venait rajouter une tourelle de tank. Donc imaginez un petit peu cette atmosphère confinée et noire, obscure, dans laquelle ces hommes devaient vivre. Alors donc tout à l'heure nous étions dans le mur défensif de la forteresse Vauban et là maintenant nous nous trouvons sur le sommet le plus haut de la forteresse et vous voyez donc la magnifique vue dégagée qu'on peut avoir sur la mer et sur la ville de Port-Vendre. Et donc comme vous le voyez ici, les Allemands en ce point haut sont venus installer une terrasse qui supportait donc, on le voit ici, une batterie, c'est-à-dire une pièce qui envoyait des canons, qui envoyait des obus. Donc des obus qui pouvaient porter jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres sur la mer. Et donc vous voyez ici la circonférence donc, du pied qui tenait cette arme. Donc on imagine l'arme qu'il devait y avoir dessus, ça devait être un canon assez imposant. Et là on voit ici donc, que les Allemands ont aménagé une espèce de couloir qui permettait donc de desservir à la fois le magasin de munitions et la chambre des hommes qui devait fort fonctionner cette pièce. Parce que pour une pièce pareille, vous devez vous imaginer qu'on a 4 à 6 hommes toutes les 8 heures qui se remplacent. Puisqu'on y fait les 3-8. Donc en gros, il vous faut 24 bonhommes pour faire tourner la machine.
Alors donc nous venons de quitter l'endroit le plus haut de la forteresse, l'endroit où les Allemands avaient une vue dégagée et donc avaient construit cette magnifique terrasse, hein, aujourd'hui magnifique de par sa vue, à ce moment-là meurtrière pour les bateaux ennemis forcément. Donc nous avons quitté le point le plus haut de la forteresse Vauban et bien pour venir ici au point le plus bas qui a été utilisé donc par les soldats allemands lors de la réoccupation de cette forteresse. Donc vous voyez qu'on est au point le plus bas, c'est-à-dire au point qui est le plus proche de l'eau, du niveau de la mer. Alors pourquoi est-ce que les Allemands sont venus aménager cette espèce de petit appendice rocheux? Eh bien tout simplement pour venir y installer leur latrine. Et ça on peut le voir tout simplement avec la base, ici vous avez la base des cloisons qui ont été construites pour séparer les WC les uns des autres. Et c'est pour ça aussi qu'on le met le plus proche de l'eau, parce que forcément tout part à la mer et c'est beaucoup plus simple et ça évite la propagation des odeurs et des maladies. Donc vous voyez que les Allemands en fait ont vraiment réutilisé au maximum la forteresse que Vauban avait entrepris de construire plusieurs siècles avant eux et qu'ils y ont apporté les évolutions du moment. C'est sûr que du temps de Vauban, les latrines étaient un peu moins évoluées que ce qu'elles pouvaient être dans les années 40. Hein. Et donc j'aimerais terminer cette visite, mais qui va augurer d'autres visites vidéo sur le même thème, donc par tout simplement ce canon. Vous le voyez ce canon? Donc ça c'est un canon de l'époque Vauban. Et vous voyez alors pour X raisons, je ne sais pas lesquelles, ce canon s'est retrouvé à la mer, il s'est retrouvé drossé contre le rocher, il est resté, et donc avec les concrétions qui se sont faites autour, maintenant, canon et rocher sont intimement liés pour la plus grande joie des cormorans et des mouettes.